Lisa serre le volant de sa petite Clio bleue. Son cœur bat trop vite alors qu'elle gare devant la maison familiale de Neuilly-sur-Seine. À 28 ans, cette architecte d'intérieur indépendante a appris à masquer ses émotions derrière un sourire professionnel. Mais aujourd'hui, quelque chose tremble dans sa poitrine. L'appartement de grand-mère Violette. 65 mètres carrés dans le 10e arrondissement parisien, avec ses moulures d'époque et sa lumière dorée qui danse sur les parquets anciens. Depuis 3 mois que Violette n'est plus là, Lisa a investi ses dernières économies pour commencer les rénovations. Son rêve prend enfin forme. Transformer ce lieu en son propre studio d'architecture. Elle pousse la lourde porte d'entrée. L'odeur familière de cire et de lavande l'accueille tendrement. Mais l'atmosphère semble différente aujourd'hui. Plus froide, comme si la maison retenait son souffle. « Lisa, enfin tu arrives !» Son père André émerge du salon, le visage tendu. Ses cheveux gris sont ébouriffés. Ses yeux évitent le regard de sa fille. « Nous devons parler. C'est important. » Dans le salon, Camille trône dans le fauteuil préféré de leur père. Sa sœur de 25 ans rayonne dans sa robe créateur, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Son téléphone à la main, elle continue de taper des messages sans lever les yeux. « Assieds-toi. » André désigne le canapé d'un geste sec. Lisa s'installe. Ses mains soudain moites posées sur ses genoux. Quelque chose ne va pas. Très mal même. L'air devient lourd, chargé d'une tension qu'elle ne sait pas encore nommer. J'ai pris une décision concernant l'appartement. André se racle la gorge avec gêne. J'ai promis cet appartement à ta sœur. Tu dois le lui céder. Le monde de Lisa bascule. Sa respiration se bloque dans sa gorge serrée. Elle entend mal, comme si ses oreilles s'étaient bouchées d'un coup. Quoi? Comment? Les mots sortent dans un souffle étranglé. Camille lève enfin la tête, dévoilant un sourire glacial. Je le mérite plus que toi. J'ai toujours été la préférée. Tu devrais connaître ta place maintenant. Ces paroles frappent à Lisa comme une gifle magistrale. Toujours été la préférée. Connais ta place. Chaque syllabe résonne dans sa tête, réveillant des années de blessures soigneusement cachées. Elle revoit toutes ces fois où Camille passait naturellement en premier, ses compliments automatiquement destinés à sa sœur cadette gâtée. Mais grand-mère m'avait formellement dit que... Lisa cherche désespérément ses mots, sa voix tremblant comme une feuille. Grand-mère était très âgée, ma pauvre fille. André la coupe impatiemment avec brutalité. Camille a des projets vraiment concrets. Elle va en faire quelque chose d'utile. L'injustice révoltante frappe Lisa de plein fouet. Ses projets à elle ne comptent donc pas? Son travail acharné, ses rêves précieux, ses efforts considérables? Elle sent ses jambes devenir molles, son cœur cogner violemment contre ses côtes. Les larmes brûlantes montent irrésistiblement. Elle ne peut plus rester ici une seconde de plus. Sans prononcer un seul mot, Lisa se lève difficilement et marche vers la sortie salvatrice. Ses talons résonnent sur le carrelage froid du couloir. « Lisa, reviens immédiatement !» André l'appelle d'une voix forte, mais elle refuse catégoriquement de se retourner. Dans sa petite voiture refuge, elle s'effondre complètement sur le volant usé. Les sanglots viennent par vagues incontrôlables, libérant des années de frustration contenue. Elle vient de comprendre une vérité terrible. Sa famille ne l'a jamais considérée comme une priorité. Mais au fond de sa douleur lancinante, quelque chose d'entièrement différent commence à naître. Une détermination froide et implacable. Cette histoire douloureuse ne se terminera certainement pas ainsi. Le réveil sonne à 7 heures. Lisa ouvre les yeux dans son petit studio de Belleville, les paupières encore gonflées par les larmes de la veille. La nuit a été courte, peuplée de cauchemars où résonnaient sans cesse les mots cruels de Camille. Elle se lève péniblement, ses membres encore lourds de fatigue émotionnelle. Devant son miroir, elle observe son visage fatigué. Ses yeux verts, habituellement pétillants, semblent éteints. Mais Lisa Moreau n'est pas du genre à se laisser abattre longtemps. Elle applique un peu de fond de teint pour masquer ses cernes et se prépare un café bien serré. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec les époux Dubois pour leur projet de rénovation d'un loft dans le Marais. À son bureau improvisé dans le coin salon, elle étale les plans de l'appartement de 60 mètres carrés. Ses crayons de couleur dansent sur le papier, transformant l'espace froid en un cocon chaleureux. C'est son talent. Voir la beauté là où d'autres ne voient que des murs nus. Mais aujourd'hui, sa concentration vacille. Les paroles d'André tournent en boucle dans sa tête.
Son téléphone portable vibre sur la table. Le nom qui s'affiche lui fait froid dans le dos. Papa. Elle hésite, la main suspendue au-dessus de l'appareil. Finalement, elle décroche. Allô? Sa voix sort plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Lisa, ma fille. La voix d'André semble différente ce matin. Plus dure, plus froide. J'ai réfléchi toute la nuit à notre conversation d'hier. Lisa sent son estomac se nouer. Elle s'attendait peut-être à des excuses, à un retour en arrière. Mais quelque chose dans le ton de son père lui dit que ce ne sera pas le cas. Écoute-moi bien. André prend une inspiration profonde. L'appartement revient à ta sœur de droit. Tu n'as pas le choix dans cette affaire. Camille a investi du temps et de l'énergie dans ce projet familial. Du temps et de l'énergie? Lisa ne peut retenir un éclat de rire amer. Papa, j'ai dépensé 15 000 € de mes économies pour commencer les travaux. J'ai passé des week-ends entiers à poncer les parquets avec grand-mère. C'était ton choix personnel. Personne ne t'a demandé de faire ça. La voix d'André se durcit encore. Ta sœur a une vraie vision commerciale. Elle va transformer cet endroit en quelque chose de rentable. Lisa sent la colère monter en elle comme une vague brûlante. Sa vision commerciale? Camille, qui n'a jamais travaillé de ses mains, qui ne connaît rien à l'architecture, qui voit tout à travers le prisme de ses réseaux sociaux. Grand-mère m'avait promis cet appartement, papa. Elle me l'avait dit plusieurs fois. Les promesses d'une vieille dame fatiguée ne valent rien légalement. André soupire avec impatience. Sois raisonnable, Lisa. Camille en a plus besoin que toi. Elle démarre sa carrière d'influenceuse. Elle a besoin d'un cadre adapté pour ses contenus. Ces mots frappent Lisa comme autant de coups de poignard. Besoin? Sa sœur qui gagne déjà plus en un mois de collaboration publicitaire que Lisa en 6 mois de travail acharné? Et moi, papa? Mon travail? Mes projets? Mes rêves? Ça ne compte pas? Tu t'en sortiras très bien, ma fille. Tu es débrouillarde. Le ton devient presque condescendant. Camille, elle, a besoin de soutien familial pour réussir. Le silence s'installe. Lisa sent ses mains trembler autour du téléphone. Toute sa vie, elle a été celle qui se débrouillait toujours. Celle sur qui on ne s'inquiète pas parce qu'elle trouve toujours des solutions. Pendant que Camille récoltait l'attention et les encouragements. Je ne céderai pas. Les mots sortent avec une détermination qui la surprend elle-même. Lisa, la voix d'André prend un accent menaçant. Ne m'oblige pas à prendre des mesures plus fermes. Cette décision est prise. Point final. Le cœur de Lisa s'emballe. Des mesures plus fermes? De quoi son propre père est-il capable? Au revoir, papa. Elle raccroche d'un geste sec, les mains tremblantes. Immédiatement, elle ouvre Instagram. Ce qu'elle découvre lui donne envie de vomir. Camille a posté 3 stories dans la nuit. La première montre l'extérieur de l'immeuble de grand-mère, avec la géolocalisation bien visible. La seconde, une photo de l'intérieur avec le texte « Bientôt mon nouveau chez moi, New Home, Blessed Family First ». La troisième, un selfie radieux avec en fond les mots « Nouvelle vie, nouveaux projets, restez connectés ». Les commentaires affluent déjà. « Trop chanceuse. Quel appartement magnifique. Tu le mérites tellement. » Chaque mot enfonce un peu plus le couteau dans le cœur de Lisa. Camille s'approprie publiquement l'héritage. Elle fait déjà comme si c'était acquis, comme si Lisa n'avait jamais existé dans cette histoire. L'humiliation publique s'ajoute à la trahison familiale. Lisa pose son téléphone et enfouit sa tête dans ses mains. Les larmes coulent à nouveau, mais cette fois, elles sont différentes. Plus chaudes, plus salées. Ce ne sont plus des larmes de tristesse, mais de rage pure. Dans cette douleur, une résolution commence à naître, claire et tranchante comme une lame. Elle ne se laissera plus faire. Thomas Belmont ajuste sa cravate bleu marine en montant les marches de l'étude notariale. À 30 ans, cet avocat spécialisé en droit des successions a développé un instinct infaillible pour déceler les mensonges familiaux. Et quelque chose dans le récit de Lisa ne colle pas. « Tu es certaine que ton père t'a dit la vérité ?» demande-t-il, en tenant la lourde porte vitrée à son amie d'enfance. Lisa serre son sac contre elle, nerveuse. Les mots de Thomas résonnent dans sa tête depuis leur conversation téléphonique d'hier soir. Et si André avait menti? Et si le testament disait autre chose? Mademoiselle Moreau? L'assistant du notaire les accueille avec un sourire professionnel. Maître Durand vous attend. L'étude sent l'encaustique et le cuir ancien. Des bibliothèques imposantes tapissent les murs, remplies de codes juridiques reliés. Maître Durand se lève de son bureau d'acajou,
Un homme de 65 ans aux cheveux blancs impeccables et aux lunettes à fine monture dorée. Mademoiselle Moreau, je vous présente mes sincères condoléances pour votre grand-mère. Il serre chaleureusement la main de Lisa. Madame Violette était une cliente remarquable, une femme de caractère. Merci, maître. Lisa s'installe dans le fauteuil en cuir face au bureau. Je viens vous voir concernant son testament. Mon père m'a dit que l'appartement revenait à ma sœur, mais j'aimerais en avoir confirmation. Le notaire fronce les sourcils, visiblement surpris. Il ouvre un dossier cartonné et ajuste ses lunettes. Pardonnez-moi, mais je crains qu'il y ait une erreur. Il sort plusieurs documents officiels. Le testament de Madame Violette Moreau est parfaitement clair. L'appartement du 10e arrondissement vous revient intégralement, mademoiselle. Le monde s'arrête pour Lisa. Thomas pose une main rassurante sur son épaule, tandis qu'elle fixe le notaire, bouche bée. Comment? Vous êtes sûr? Absolument certain. Maître Durand fait glisser le testament vers elle. Votre grand-mère avait été très explicite. Elle souhaitait que cet appartement vous appartienne en pleine propriété. Lisa lit les lignes dactylographiées, ses mains tremblant légèrement. Effectivement, son nom apparaît clairement comme bénéficiaire unique du bien immobilier. Mais ce qui la bouleverse davantage, c'est la lettre manuscrite jointe au document officiel. Grand-mère a également laissé ceci pour vous. Le notaire tend une enveloppe crème à son nom, écrite de la belle écriture penchée de violette. Lisa ouvre délicatement l'enveloppe. La lettre sent encore faiblement le parfum de violette que portait sa grand-mère. Ma chère Lisa, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te protéger des mesquineries familiales. Cet appartement t'appartient parce que tu es la seule à avoir compris sa vraie valeur. Pas sa valeur marchande, mais sa valeur sentimentale. Tu es celle qui venait m'aider à retaper les vieux meubles, celle qui écoutait mes histoires du passé. Je laisse également 15 000 € sur un livret à ton nom pour t'aider à défendre tes droits, si certains tentèrent de te les voler. Ne laisse personne te faire croire que tu ne mérites pas ce qui t'appartient. Avec tout mon amour, ta grand-mère Violette. Les larmes coulent silencieusement sur les joues de Lisa. Thomas lit par-dessus son épaule, sa mâchoire se crispant de colère. Votre père était-il au courant de ces dispositions? Demande le notaire avec gravité. Il a assisté à la lecture du testament il y a 3 mois. Maître Durand consulte ses notes. Il était présent avec votre sœur. Il connaissait parfaitement le contenu. La révélation frappe Lisa comme un coup de massue. André n'a pas seulement menti, il l'a délibérément manipulé, sachant pertinemment que l'appartement lui revenait de droit. Pendant 3 mois, il a laissé Camille s'approprier mentalement cet héritage. Ils ont fait semblant. Lisa a du mal à articuler les mots. J'en ai bien peur. Le notaire range soigneusement les documents. Votre grand-mère avait même spécifiquement mentionné qu'elle craignait ce genre de manœuvre. C'est pourquoi elle avait prévu cette lettre et cette somme d'argent. Thomas se penche vers Lisa, ses yeux bruns pétillants de détermination. Lisa, tu peux les attaquer en justice. Ce qu'ils ont fait constitue une tentative de spoliation d'héritage. Mais Lisa ne l'entend qu'à moitié. Dans sa tête, tout se mélange. La culpabilité de douter de sa grand-mère, la colère contre la trahison paternelle, le soulagement de découvrir la vérité. Et surtout, une question lancinante. Comment sa propre famille a-t-elle pu orchestrer une telle manipulation? En sortant de l'étude, Lisa serre la lettre contre son cœur. Grand-mère Violette avait vu juste. Elle avait prévu la mesquinerie, la cupidité, les mensonges. Maintenant, il ne reste plus qu'à agir. Lisa gare sa Clio devant la maison de Neuilly avec une détermination nouvelle. Le testament officiel et la lettre de grand-mère Violette reposent dans son sac à main comme des armes secrètes. Thomas lui a proposé de l'accompagner, mais elle a refusé. Cette confrontation, elle doit la mener seule. Elle sonne à la porte, le cœur battant mais l'esprit clair. André ouvre, visiblement surpris de la voir. « Lisa, que fais-tu ici? Je croyais que nous avions réglé cette affaire hier. »« Justement, papa, nous devons parler. » Elle entre sans attendre d'invitation. « Où est Camille ?»« Dans le salon. » André ferme la porte, l'air soudain méfiant. Pourquoi cette visite? Lisa pénètre dans le salon familier. Camille lève les yeux de son téléphone, agacée d'être interrompue dans sa séance de réponse aux commentaires Instagram. Qu'est-ce que tu veux encore? Sa sœur soupire théâtralement. J'espère que tu viens enfin t'excuser et accepter la situation. Lisa sort lentement le testament de son sac. Le silence s'installe, lourd et tendu.
J'ai rencontré Maître Durand ce matin. Sa voix est calme, posée. Il m'a montré le vrai testament de grand-mère. Le visage d'André blêmit instantanément. Camille fronce les sourcils, ne comprenant pas encore où veut en venir sa sœur. Vous saviez tous les deux que cet appartement me revenait légalement. Lisa déplie le document officiel. Vous étiez présent lors de la lecture il y a 3 mois. André s'effondre littéralement dans son fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Ses mains tremblent légèrement. Lisa, je peux t'expliquer? Explique-moi donc, papa. Lisa reste debout, droite et digne. Explique-moi comment tu as pu me mentir en face, me manipuler, me faire croire que j'étais égoïste de réclamer ce qui m'appartient. André passe ses mains dans ses cheveux gris, évitant le regard de sa fille. Quand il parle enfin, sa voix est brisée. J'ai des dettes importantes, Lisa. Le restaurant que j'ai ouvert l'année dernière, ça a été un échec complet. Je dois 80 000 €. Les créanciers me harcèlent. Lisa sent sa colère se mélanger à une pitié involontaire. Son père, cet homme qu'elle a toujours admiré pour sa droiture, avoue sa faillite avec la honte d'un enfant pris en faute. Camille m'a aidé financièrement. André lève timidement les yeux vers sa fille cadette. Avec l'argent de ses collaborations. Alors j'ai cru que je lui devais cet appartement en retour. Lisa termine la phrase, incrédule. Mais Camille, loin d'afficher de la gêne, se redresse avec un sourire froid qui glace Lisa jusqu'aux os. Exactement. Papa avait besoin d'argent, j'ai aidé comme une bonne fille. Donc cet appartement me revient naturellement. C'est un simple retour d'investissement. Lisa dévisage sa sœur, cherchant une trace d'émotion, de remords, d'humanité. Elle ne trouve qu'un calcul glacial. « Tu n'éprouves aucun remords ?» demande-t-elle, stupéfaite. « Pourquoi j'en éprouverais ?» Camille hausse les épaules avec désinvolture. « J'ai déjà prévu d'en faire un studio photo pour mes contenus. Ça va me rapporter une fortune en location pour d'autres influenceurs. » Ces mots achèvent de dessiller Lisa. Sa sœur ne voit même pas l'appartement comme un foyer, un héritage familial chargé d'histoire, juste comme un outil de profit supplémentaire. Et les souvenirs avec grand-mère? Les après-midi passés ensemble à retaper ses meubles? Les histoires qu'elle me racontait? De la nostalgie inutile. Camille agite la main avec dédain. Le monde moderne, c'est les réseaux sociaux, Lisa. Pas tes vieux souvenirs poussiéreux. André observe l'échange, prostré dans son fauteuil. Lisa réalise avec une clarté douloureuse qu'elle ne reconnaît plus sa famille. Ces gens qui l'ont élevée, qui étaient censés l'aimer, la soutenir. J'ai une copie de la lettre que grand-mère m'a laissée. Lisa sort l'enveloppe crème. Elle avait prévu votre cupidité. Elle m'a même légué de l'argent pour me défendre contre vous. André enfouit son visage dans ses mains, accablé. Mais Camille durcit encore son expression. Une vieille lettre sentimentale ne changera rien à notre accord familial. Elle se lève, menaçante. Tu ferais mieux d'accepter la réalité, grande sœur. Lisa range soigneusement les documents dans son sac. Une paix étrange l'envahit. La paix de celui qui a enfin vu la vérité en face. Au contraire, petite sœur, c'est vous qui allez découvrir la réalité. Elle se dirige vers la sortie, laissant derrière elle un père effondré et une sœur dont le masque de bienveillance familiale vient définitivement de tomber. Lisa tourne la clé dans la serrure de l'appartement de grand-mère avec des gestes lents et respectueux. L'odeur de violette et de cire d'abeille l'enveloppe comme une caresse familière. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent vraiment chez elle. Les cartons de déménagement s'empilent dans l'entrée. Quelques vêtements, ses livres d'architecture, son matériel de dessin. Lisa a quitté son studio de Belleville ce matin, décidée à s'installer temporairement dans son héritage légitime. Chaque geste de ce déménagement symbolise sa liberté retrouvée. Dans la cuisine aux carreaux de faïence blanc, elle prépare un thé à la bergamote, le même que buvait grand-mère chaque après-midi. En regardant par la fenêtre qui donne sur la petite cour intérieure, Lisa sent une sérénité nouvelle l'habiter. Son téléphone vibre. Un message de Thomas. « Comment ça se passe? Besoin d'aide pour les cartons ?» Elle sourit en tapant sa réponse. « Tout va bien. Je me sens libre. Mais cette paix va être de courte durée. » En ouvrant Instagram pour publier une photo de sa nouvelle installation, Lisa découvre l'ampleur de la campagne de destruction orchestrée par Camille. Sa sœur a publié une vidéo de 12 minutes ce matin. Le titre glace Lisa.
Quand la famille vous trahit, mon histoire douloureuse. Déjà 40 000 vues et des centaines de commentaires compatissants. Dans cette vidéo soigneusement mise en scène, Camille apparaît les yeux rougis, sans maquillage, dans un décor volontairement sobre. Sa voix tremblante raconte une version complètement déformée des événements. Je ne pensais jamais avoir à vous parler de ça. Mais ma propre sœur me vole l'héritage familial. Des larmes coulent sur ses joues. Grand-mère nous avait promis cet appartement à toutes les deux. Mais Lisa a manipulé les papiers chez le notaire. Elle m'a toujours détestée par jalousie. Lisa sent ses mains trembler en regardant cette performance d'actrice. Camille a même ajouté de vieilles photos d'elles enfants où Lisa semble bouder tandis que Camille sourit innocemment. Mon père est désespéré. Il ne comprend pas comment sa fille aînée peut être si cruelle. Nous pensions que l'amour familial était plus fort que l'argent. Les commentaires se multiplient sous la vidéo. Quelle sœur horrible! Tu ne mérites pas ça, ma belle. La jalousie rend les gens méchants. Courage, tu es la plus forte. Mais le pire reste à venir. Camille a tagué le compte Instagram professionnel de Lisa, exposant son travail à cette campagne de haine. Les commentaires venimeux s'accumulent sous ses dernières publications d'architecture. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui vole sa famille? Cette femme est une menteuse. Boycottez cet architecte sans cœur. Le téléphone de Lisa sonne. Le nom de Madame Bertrand s'affiche. Cette cliente fortunée lui avait commandé la rénovation de son appartement du 16e arrondissement. Mademoiselle Moreau? La voix est froide, distante. Je me vois contrainte d'annuler notre projet. Des informations concernant votre situation familiale sont parvenues jusqu'à moi. Je préfère travailler avec quelqu'un de plus digne de confiance. Lisa ferme les yeux, le cœur serré. Madame Bertrand, je peux vous expliquer. Inutile. Ma décision est prise. Au revoir. La ligne se coupe. Lisa fixe son téléphone, réalisant l'ampleur des dégâts. Camille ne se contente pas de mentir. Elle détruit méthodiquement sa réputation professionnelle. 2 autres clients appellent dans l'heure qui suit. Même discours, mêmes annulations. Le travail de Lisa, ses revenus, son avenir professionnel s'effritent sous les coups de cette guerre psychologique. Elle s'affale dans le fauteuil à oreilles de grand-mère, épuisée. Comment lutter contre une machine de destruction si bien huilée? Camille maîtrise parfaitement les codes des réseaux sociaux. C'est émouvoir, manipuler l'opinion. Dans un moment de faiblesse totale, Lisa envisage d'abandonner, de rappeler son père, de céder l'appartement pour que cesse ce cauchemar. Ses économies fondent, sa clientèle fuit, sa réputation se dégrade. Mais en regardant autour d'elle, son regard tombe sur un petit carnet de cuir rouge posé sur l'étagère. Elle ne l'avait jamais remarqué. Curieuse, elle l'ouvre délicatement. L'écriture de grand-mère Violette emplit les pages jaunies. C'est un journal intime des années 1960. Lisa lit avec émotion l'histoire d'une jeune femme confrontée à sa propre sœur Cupide, qui tentait de lui voler son héritage paternel. Aujourd'hui, Marguerite a essayé de convaincre papa que je ne méritais pas la maison de famille. Elle a même menti, prétendant que j'avais volé de l'argent. Mais je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Et je ne céderai pas face à la manipulation. Les mots de sa grand-mère, écrits 60 ans plus tôt, résonnent comme un message d'espoir. Lisa n'est pas seule dans cette épreuve. Elle porte en elle la force de toutes les femmes de sa lignée qui ont refusé de se laisser écraser. Elle referme le carnet, ses larmes séchées, sa détermination renouvelée. Cette guerre, grand-mère l'avait gagnée. Elle aussi la gagnera. Le bruit rythmé de la ponceuse électrique résonne dans l'appartement depuis le petit matin. Lisa a engagé Julien Rousseau, ébéniste artisan recommandé par Thomas, pour restaurer les parquets anciens abîmés par le temps. À 32 ans, cet homme aux mains habiles et au regard franc inspire immédiatement confiance. Ses lames datent des années 1920. Julien caresse le bois avec respect. Du chêne massif de belle qualité. Votre grand-mère a eu bon goût. Lisa observe cet homme qui comprend instinctivement la valeur des choses anciennes. Ses cheveux châtains sont poudrés de sueur, ses avant-bras musclés témoignent d'années de travail manuel. Contrairement aux hommes de son milieu professionnel, Julien dégage une authenticité rare. Elle disait toujours que le bois garde la mémoire des gens qui ont marché dessus. Lisa sourit en évoquant ce souvenir. « Vous y croyez ?»« Absolument. » Julien interrompt sa ponçage. « Chaque rayure raconte une histoire.
Les traces d'usure près de la fenêtre montrent qu'elle aimait regarder dehors. Cette observation touche Lisa au cœur. Grand-mère Violette passait effectivement des heures à sa fenêtre, observant la vie du quartier. Julien possède cette sensibilité particulière qui permet de lire l'âme des lieux. Pendant la pause déjeuner, il partage des sandwichs assis sur les marches de l'escalier, les outils soigneusement rangés. « Comment supportez-vous le bruit des machines toute la journée ?» demande Lisa. « Au contraire, j'aime ces sons. » Julien croque dans son sandwich jambon-beurre. Chaque outil a sa voix. La scie chante, le rabot murmure, la ponceuse ronronne. C'est une symphonie de création. Lisa découvre un homme passionné par son métier, fier de perpétuer un savoir-faire ancestral. Aucune prétention, aucune pause, juste l'amour sincère du travail bien fait. Et vous, que ressentez-vous en transformant les espaces? De la joie pure. Lisa ferme les yeux, cherchant les mots justes. Voir un lieu révéler son potentiel caché, c'est magique, comme révéler la beauté que personne d'autre ne voyait. Julien la regarde avec attention, captivé par sa passion communicative. Leurs conversations dérivent naturellement vers leurs enfances, leurs rêves, leurs valeurs. « J'ai grandi dans une famille de 4 enfants. » Julien rit en évoquant ses souvenirs. « Mes parents nous ont appris que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Plus on en donne, plus on en reçoit. » Ces paroles frappent Lisa par leur simplicité. Dans sa famille, l'amour semblait une denrée rare qu'il fallait mériter, conquérir, parfois voler aux autres. Julien lui décrit un monde où l'affection coule naturellement, sans condition ni compétition. Chez nous, on se disputait pour les jouets, pas pour l'affection parentale. Il observe Lisa avec douceur. Vous semblez surprise par cette idée. Lisa détourne le regard, gênée. Comment expliquer les blessures d'une famille dysfonctionnelle à quelqu'un qui a grandi dans l'harmonie? Ma famille est compliquée. Elle cherche ses mots. Disons que l'amour y avait un prix. Julien pose sa main calleuse sur celle de Lisa. Ce simple geste, sans arrière-pensée, la bouleverse. Depuis combien de temps personne ne l'avait touchée avec cette tendresse naturelle? L'amour véritable n'a jamais de prix. Sa voix est grave, sincère. Il se donne librement ou il n'existe pas. Les jours suivants, leur complicité grandit naturellement. Julien apporte des croissants le matin. Lisa prépare des cafés serrés. Leurs mains se frôlent en se passant les outils. Leurs regards se cherchent par-dessus les planches de parquet. Un soir, alors que Julien range ses outils, Lisa trouve le courage de lui raconter sa situation familiale. Sans détour, sans apitoiement, juste les faits, le testament, les mensonges, la campagne de diffamation. Julien l'écoute sans l'interrompre, son visage exprimant une colère contrôlée face à tant d'injustice. Comment peut-on traiter sa famille ainsi? Il secoue la tête, incrédule. Dans ma famille, on se serre les coudes face aux difficultés. J'apprends que les liens du sang ne garantissent rien. Lisa soupire. L'amour se mérite par les actes, pas par la génétique. Alors vous méritez d'être aimée, Lisa. Julien s'approche doucement. Vos actes parlent pour vous. Votre respect pour votre grand-mère, votre courage face à l'injustice, votre passion pour votre travail, leurs lèvres se trouvent naturellement dans un baiser tendre, chargé de promesses. Lisa découvre qu'on peut être aimé sans condition, sans compétition, sans calcul. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent véritablement en sécurité. Julien lui offre ce que sa famille lui a toujours refusé, un amour inconditionnel et sincère. L'appartement de grand-mère devient leur cocon, leur refuge contre la tempête familiale. Entre les odeurs de vernis et de café frais, naît une histoire d'amour authentique. L'étude de Maître Rousseau, l'avocat engagé par André et Camille, impressionne par son luxe ostentatoire. Meubles en acajou, tapis persans, bibliothèque imposante. Cet homme de 50 ans à la réputation redoutable reçoit ses clients dans un bureau qui en impose. Nous allons contester ce testament sur plusieurs points. Il ajuste ses lunettes de luxe. Influence indue, captation d'héritage, altération des facultés mentales de la défunte. Camille, élégante dans son tailleur Chanel, sourit avec satisfaction. À côté d'elle, André semble mal à l'aise, tiraillé entre la culpabilité et la nécessité financière. « Vous avez des preuves de ces allégations ?» demande l'avocat. « Bien sûr. » Camille sort son téléphone dernier cri.
J'ai des témoins qui affirment que Lisa manipulait grand-mère, et des messages WhatsApp troublants. Meanwhile, dans le cabinet modeste de Thomas, Lisa découvre l'ampleur de l'offensive juridique. Les documents déposés au tribunal l'accusent de manipulation psychologique sur une personne âgée vulnérable. Ils prétendent que tu as isolé ta grand-mère de sa famille. Thomas parcourt les pièces du dossier adverse. 3 témoins affirment t'avoir vu exercer des pressions sur elle. Lisa blêmit en lisant les noms. Madame Duval, l'ancienne voisine, Monsieur Petit, l'épicier du quartier, Madame Martin, l'aide ménagère. Tous décrivent une Lisa calculatrice qui aurait empêché les visites familiales. C'est faux! Lisa se lève, révoltée. Je n'ai jamais empêché qui que ce soit de voir grand-mère. Je sais. Thomas fronce les sourcils. Mais ils ont aussi ces captures d'écran de conversation. Les prétendus messages WhatsApp glaçaient Lisa. Selon ces échanges, grand-mère Violette exprimait des doutes sur Camille, influencée soi-disant par Lisa. Ma chère Lisa, tu as raison. Camille ne pense qu'à l'argent. Heureusement que tu m'ouvres les yeux sur sa vraie nature. Grand-mère n'utilisait même pas WhatsApp. Lisa s'exclame. Elle avait un vieux téléphone à clapet. C'est exactement ce qu'il faut prouver. Thomas prend des notes. Nous allons demander une expertise technique de ces messages. Les semaines suivantes s'avèrent épuisantes. Lisa doit puiser dans l'héritage légué par grand-mère pour payer les frais de justice. Chaque jour apporte son lot d'accusations nouvelles, de témoignages douteux, de pressions psychologiques. La campagne médiatique de Camille s'intensifie. Elle donne une interview émouvante à un magazine féminin. Quand votre sœur vous vole votre héritage. Photo à l'appui, larmes sincères, elle joue parfaitement le rôle de la victime. Lisa perd 2 nouveaux clients, alertée par cette couverture médiatique. Son compte en banque s'amenuise, sa réputation professionnelle s'effrite. Même Thomas s'inquiète. « Tu es certaine de vouloir aller jusqu'au bout ?» Il observe son ami avec compassion. « Cette bataille te coûte très cher. Je ne peux pas céder, Thomas. » Lisa serre les poings. Ce serait trahir grand-mère une seconde fois. Un soir, alors qu'elle révise les dossiers avec Julien, son téléphone sonne. Un numéro inconnu. « Mademoiselle Moreau ?» La voix est âgée, hésitante. « C'est Madame Delacroix, l'ancienne voisine de votre grand-mère. Nous ne nous connaissons pas, mais je dois vous parler. » Lisa échange un regard intrigué avec Julien. « J'ai vu aux informations cette histoire d'héritage. » La dame continue. « On m'a proposé de l'argent pour témoigner contre vous. Beaucoup d'argent. » Le cœur de Lisa s'emballe. « Qui vous a proposé cela ?»« Votre sœur. Elle est venue chez moi la semaine dernière. Très convaincante, très généreuse. Mais ma conscience ne me laisse pas tranquille. Cette révélation change tout. » Thomas lance immédiatement une enquête privée qui découvre la corruption systématique des témoins. L'expertise technique révèle également la falsification grossière des messages WhatsApp. Ils ont commis une erreur majeure. Thomas jubile en consultant le rapport d'expertise. Les métadonnées prouvent que ces messages ont été créés la semaine dernière, pas il y a 6 mois. Lisa sent l'espoir renaître. Mais elle réalise aussi que gagner juridiquement ne suffira pas. Les blessures familiales, elles, resteront à vif bien après le verdict. La vérité triomphera devant la justice. Mais comment guérir d'une trahison familiale si profonde ? Le tribunal de grande instance de Paris impose le silence par sa solennité. Lisa ajuste sa veste noire, les mains légèrement tremblantes. Dans quelques minutes, elle va prononcer le discours le plus important de sa vie devant le juge Martineau, un homme de 60 ans réputé pour sa sagesse et son équité. Thomas lui serre brièvement l'épaule en signe d'encouragement. À leur côté, les preuves s'accumulent. Rapport d'expertise sur les faux messages, témoignage de Madame Delacroix révélant la corruption, analyse technique du téléphone de grand-mère. En face, Camille arbore une robe crème impeccable, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Mais Lisa remarque ses mains qui tremblent légèrement, ses yeux qui évitent le regard du juge. André, lui, semble avoir vieilli de 10 ans, tassé sur sa chaise. « Mademoiselle Moreau, vous avez la parole. » Le juge Martineau l'invite d'un geste bienveillant. Lisa se lève, respire profondément. Les mots qu'elle a préparés avec Thomas s'effacent soudain. À leur place, jaillissent des paroles venues du cœur. « Votre honneur, cette affaire dépasse le simple cadre juridique. » Sa voix porte clairement dans la salle. Il s'agit de l'amour véritable entre une grand-mère et sa petite-fille.
Elle évoque les après-midi passés ensemble, les mains ridées de Violette guidant les siennes pour poncer un meuble ancien, l'odeur de la cire, les histoires du passé, les leçons de vie transmises dans la douceur. Grand-mère Violette m'a légué bien plus qu'un appartement. Elle m'a transmis ses valeurs, le respect du travail bien fait, l'authenticité des relations humaines, l'importance de préserver ce qui a de la valeur. Dans l'assistance, plusieurs personnes essuient discrètement leurs larmes. Même Maître Rousseau, l'avocat adverse, semble touché par la sincérité de ce témoignage. Cet appartement représentait son refuge, son cocon de souvenirs. Elle savait qu'entre mes mains, il resterait un foyer chaleureux, pas un simple investissement immobilier. Lisa marque une pause, son regard croisant brièvement celui de Camille. Sa sœur détourne les yeux, visiblement mal à l'aise. L'amour familial ne se monnaie pas à votre honneur. Il se mérite par la présence, l'attention, la constance. Grand-mère a choisi en son âme et conscience. Le juge Martineau hoche la tête, visiblement ému par cette plaidoirie spontanée. Maître Rousseau, votre cliente souhaite-t-elle s'exprimer? L'avocat consulte Camille à voix basse. Celle-ci secoue la tête, incapable de soutenir le regard du magistrat. Les preuves de corruption des témoins et de falsification des messages l'accablent trop lourdement. Non, votre honneur. Nous retirons notre contestation. Un murmure parcourt l'assistance. André s'effondre sur sa chaise, la tête dans les mains. La défaite juridique révèle au grand jour l'ampleur de leur manipulation. Après les formalités de clôture, Lisa se retrouve sur le parvis du tribunal avec Thomas et Julien. La victoire a un goût étrange, mélange de soulagement et de tristesse profonde. Camille sort du bâtiment, André à ses côtés. Pour la première fois depuis des mois, elle semble vulnérable, dépouillée de son arrogance habituelle. Elle s'approche de Lisa, hésitante. « Lisa, Sa voix tremble. Papa avait vraiment besoin d'argent. Je pensais... J'ai cru bien faire. En mentant, en détruisant ma réputation, en corrompant des témoins. Lisa reste calme, digne. Tu as révélé qui tu étais vraiment, Camille. André s'approche à son tour, les yeux rougis par la honte. Ma fille, peux-tu me pardonner? Sa voix brisée supplie. J'ai tout perdu. Ma dignité, mon honneur, et maintenant mes 2 filles. Lisa observe cet homme qu'elle a admiré pendant 28 ans. Elle ressent une pitié immense, mais aussi une lucidité nouvelle. Papa, le pardon viendra peut-être un jour, mais la confiance, elle, ne se reconstruit jamais après une telle trahison. Elle se tourne vers Camille, qui fixe le sol, incapable de la regarder en face. Tu as choisi l'argent contre l'amour familial. Assume tes choix. Sur ces mots, Lisa s'éloigne au bras de Julien, Thomas marchant à ses côtés. Derrière elle, elle laisse une famille détruite par sa propre cupidité. La justice a triomphé, mais le prix émotionnel reste lourd. Lisa a gagné son héritage et perdu sa famille biologique. Paradoxalement, elle se sent plus libre que jamais. 6 mois ont passé depuis le jugement. L'automne parisien dore les rues du 10e arrondissement d'une lumière tendre. Lisa pousse la porte de l'appartement de grand-mère, désormais transformé en un écrin lumineux où se mélangent harmonieusement vie privée et créativité professionnelle. L'ancien salon s'est métamorphosé en atelier d'architecture baigné de clarté. Une grande table à dessin trône près de la fenêtre, entourée de bibliothèques remplies de livres spécialisés et de carnets de croquis. Les murs exposent les créations de Lisa, plans d'appartements rénovés, perspectives de maisons familiales, projets d'aménagement urbain. Chaque dessin raconte une histoire de transformation réussie. Au-dessus de l'entrée, une plaque discrète mais élégante annonce « Atelier Violette, architecture d'intérieur ». Ce nom choisi par Lisa honore la mémoire de sa grand-mère, tout en affirmant sa nouvelle identité professionnelle. Les clients qui franchissent cette porte découvrent bien plus qu'un bureau, un véritable lieu de vie où l'authenticité remplace l'artifice. Dans la cuisine rénovée, Julien prépare le petit déjeuner en sifflotant. Ses outils d'ébéniste côtoient maintenant naturellement les affaires de Lisa. Leurs 2 métiers se complètent parfaitement. Elle conçoit les espaces, il façonne les détails qui leur donnent une âme. Ensemble, ils forment une équipe créative redoutable. Monsieur et Madame Leroux arrivent à 10 heures. Julien pose un café fumant devant Lisa. Ils ont l'air très motivés pour leur projet de rénovation. Lisa sourit en consultant son agenda bien rempli. Après les turbulences judiciaires, sa clientèle s'est rapidement reconstituée. Le bouche à oreille fonctionne merveilleusement.
Ses clients apprécient son approche humaine de l'architecture, sa capacité à comprendre leurs besoins profonds plutôt que leurs caprices superficiels. Thomas arrive précisément à 9 heures, ponctuel comme toujours. Devenu leur témoin de mariage prévu pour le printemps prochain, il apporte les derniers documents administratifs concernant l'affaire juridique désormais close. Camille a définitivement arrêté sa campagne médiatique. Il range soigneusement les papiers. Son audience chute depuis que la vérité sur les faux témoignages n'est sortie. Les marques rompent leur collaboration une à une. Lisa éprouve une tristesse mêlée de soulagement. Elle n'a jamais souhaité la chute professionnelle de sa sœur, simplement la justice. Mais Camille a creusé sa propre tombe en choisissant le mensonge comme stratégie. « Et papa ?» demande-t-elle avec une pointe de mélancolie. « Il a vendu le restaurant en liquidation. Il s'installe dans un petit appartement près de Meaux. Il m'a dit « Il aimerait te voir un jour, quand tu te sentiras prête. » Lisa hoche la tête sans répondre. Le pardon chemine lentement dans son cœur. André reste son père, malgré tout. Mais la réconciliation, si elle doit advenir, prendra le temps nécessaire pour cicatriser les blessures. À 10 heures précises, les époux Leroux sonnent à la porte. Ce jeune couple dans la trentaine cherche à transformer leur appartement haussmannien en cocon familial pour accueillir leur premier enfant. Lisa les accueille avec cette chaleur naturelle qui caractérise désormais son approche professionnelle. Nous avons vu vos réalisations sur votre site internet. Madame Leroux admire les croquis exposés. Nous aimons votre style, chaleureux mais élégant, moderne mais respectueux de l'existant. Lisa guide le couple dans l'appartement, expliquant sa philosophie, révéler la beauté cachée des lieux, plutôt que l'imposer brutalement. Chaque pièce raconte son histoire d'amour entre tradition et modernité. Cet endroit respire la sérénité. Monsieur Leroux observe attentivement les détails. On sent qu'il est habité par des gens heureux. C'est exactement ce que nous voulons transmettre. Julien rejoint la conversation. Un foyer où l'on se sent bien, où l'on a envie de créer des souvenirs. En redessinant l'espace pour ce jeune couple, Lisa trace symboliquement les plans de son propre bonheur. Elle a appris que l'amour véritable ne s'hérite pas. Il se construit patiemment avec des personnes qui partagent nos valeurs. Après le départ des clients, Lisa s'installe dans le fauteuil à oreilles de grand-mère. Julien s'assied sur l'accoudoir, passant tendrement la main dans ses cheveux. Thomas consulte ses messages, souriant en découvrant les photos de ses propres enfants. « J'ai une proposition à vous faire. » Lisa regarde ces deux hommes les plus chers. « Et si nous organisions un grand dîner de famille, ici? Notre vraie famille, celle qu'on choisit. » L'idée enchante immédiatement ses compagnons. Inviter les frères et sœurs de Julien, les parents de Thomas, quelques clients devenus amis, créer une tradition nouvelle dans cet appartement qui renaît à la vie. En fin d'après-midi, Lisa sort sur le petit balcon qui surplombe la cour intérieure. Les derniers rayons du soleil caressent les géraniums qu'elle a plantés, en hommage à grand-mère Violette. Paris s'étend à ses pieds, immense et plein de promesses. Elle a perdu une famille biologique dysfonctionnelle, mais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité d'aimer et d'être aimée sans condition. L'appartement de grand-mère n'est plus un symbole de conflit, mais un nid douillet où s'épanouit l'amour authentique. En regardant les plans étalés sur sa table de travail, Lisa sourit. Chaque trait de crayon dessine son avenir. Un avenir choisi, construit, mérité. Un avenir où elle écrit enfin sa propre histoire.